Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois parmi nous pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui sur un thème, sur un thème qui nous est cher au sein de RM, c'est comment développer un projet électronique à base de cartes, on voit souvent les noms, hein, Arduino, Raspberry Pi, un peu moins sur le SP32, en y associant des réseaux. Donc, je suis accompagné de Emmanuel Tilleul, hein, alors son petit nom c'est Manu, donc, qui est ingénieur au bureau d'études chez ERM, un spécialiste en électronique. Ensuite, donc, moi je ne me suis pas présenté, mais enfin, vous me connaissez, Frédéric Grelier, donc de la société ERM, responsable marketing. Et je suis également accompagné de Hugo Jouanneau et Lionel Pénisson, qui sont respectivement vos interlocuteurs sur Hugo, sur toute la région Grand Nord-Est, donc Hauts-de-France, Île-de-France, Centre, Bourgogne et toute la région ensuite de l'Alsace, Champagne-Ardenne. Lionel, lui, quant à lui, s'occupe de la moitié de la France sur le côté Grand Ouest, donc de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, en passant par les Pays de Loire et la Bretagne. Et Laurence, qui ne nous a pas encore rejoint, mais qui ne devrait pas tarder, qui s'occupe de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, hein, Côte d'Azur, l'Occitanie, ainsi que les îles. Voilà. Donc, que ce soit la Corse et les Outre-mer. Juste un petit conseil quant, on va dire, au fonctionnement du webinaire. Vous avez donc trois petits boutons de la gauche vers la droite, QR, lever la main et ensuite converser. Alors, converser, si vous cliquez dessus, ça vous ouvre un espèce de petit chat où il est possible donc de converser avec nous, les conférenciers, avec tous les participants. Hein, donc, sur ce petit chat, n'hésitez pas à intervenir. Également, vous avez un autre bouton qui est QR. Alors, QR, on va essayer de le réserver aux questions-réponses. Hein, je regarderai régulièrement le QR. Hein, je sais que Manu a deux écrans et donc les voit également. Donc, ça, je vois le chat et les questions normalement. Voilà. Donc, J'ai sous les yeux également, oui. Voilà, donc on va le rendre un petit peu peut-être interactif, hein, tout le monde poser vos questions. À la fin, souvent, je balaye les questions et mais si Manu, entre-temps, les voit, il pourrait y répondre volontiers. Voilà. Et vous avez levé la main, pourquoi pas en fin de webinaire, en fonction du nombre de participants, hein, on peut essayer après de faire un peu des questions audio. Donc, on lève la main et la parole vous sera donnée. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour de l'ensemble. Alors, il est possible pendant le webinaire que je coupe ma webcam. Hein. Je suis chez moi juste avec de la DSL et pas de la fibre. Donc, j'ai lancé le live sur YouTube. J'ai également lancé l'enregistrement. Ce sera juste pour soulager ma connexion Internet. Voilà. Je pense avoir fait le tour au niveau du fonctionnement. Et encore bonjour à tous et très heureux de vous accueillir. Et de ce pas, je laisse la parole à Manu, hein, qui va se faire un plaisir de vous faire cette présentation aujourd'hui. Voilà, bon, merci Fred pour l'introduction et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de développement de projets électroniques, de systèmes embarqués. La société ERM propose une gamme qui s'appelle Armaboard Evolution et autour de trois cartes électroniques programmables qui sont l'Arduino, qui est bien connu maintenant, et Raspberry, et qui est très populaire aussi. On a ajouté une troisième carte qui est le SP32, qui est un processeur 32 bits. Voilà, au cours de cette présentation, je vais vous montrer trois exemples de projets qui utilisent ces trois cartes-là.
Donc on va démarrer de suite. Hein. Je pense qu'on est bon, Fred. Là, on peut démarrer la présentation. Donc allons-y directement. Donc les développements électroniques sous l'aspect de l'Internet des objets, Internet of Things en anglais. Il y a principalement trois aspects étudiés. Les objets communicants sont essentiellement des capteurs sans fil. Donc, ce sont eux qui vont produire de l'information, des données en français, des data en anglais. Ces données, pour l'Internet des objets, dans l'Internet des objets, il y a le réseau, la partie réseau IoT. Les deux plus connus ce sont LoRaWAN. Le deuxième qui est très connu également, c'est Sigfox. Donc ça, ce sont des réseaux de communication sans fil au même titre que le GSM, mais qui sont dédiés à l'Internet des objets. Contrairement, on va dire, aux smartphones qui nécessitent souvent beaucoup de bandes passantes, là, on a la contrainte inverse, on a des débits de données très faibles, remonter des données de température, de relevé de compteur d'eau, par exemple. Ce sont des données très faibles en volume, mais par contre avec des quantités d'objets phénoménales. Et le dernier aspect d'utilisation d'un objet connecté, ce sont les API. Alors, c'est un acronyme qui veut dire Application Programming Interface. En fait, ce sont les outils logiciels qu'on trouve du côté serveur. Alors, on appelle également depuis quelques années les outils cloud. J'ai pris pour exemple la reconnaissance vocale. Donc ça, ces outils logiciels cloud tels que la reconnaissance vocale, ce sont des logiciels très, très lourds en termes de temps processeur et qui demandent des performances de calcul assez impressionnantes. Donc souvent, elles tournent dans des fermes de serveurs, alors chez Google, chez Amazon, chez IBM, comme on a utilisé dans ces exemples de projets chez ERM. Et alors, de manière plus secondaire, je vais pas en parler, mais même si c'est un gros aspect de l'Internet des objets, mais c'est un aspect qui est tellement vaste et qui fait intervenir tellement de compétences que je le cite maintenant et j'en reparlerai plus après. Ce sont les aspects low power. Donc, les capteurs sans fil, je vais prendre l'exemple des compteurs d'eau connectés. C'est souvent les compteurs sont installés pour une durée de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc, quand on les rend communicants, on a besoin qu'ils ne consomment que peu d'énergie et souvent, ils ne peuvent pas être reliés à une source d'énergie électrique, le secteur ou autre, on va dire, source d'énergie inépuisable. Donc, l'aspect batterie, c'est quelque chose de très important dans les objets connectés. On en est conscient, mais on parle en introduction et on oubliera tout ça après pour se concentrer sur l'aspect logiciel et comment mettre en œuvre la chaîne de l'Internet des objets. Alors, juste une petite chose, j'ai disparu de la webcam. Hein. Voilà, je soulage. Hein. On avait quelques coupures de son, donc j'essaie de soulager la connexion, ce qui doit t'avoir dérangé. D'accord. Il faut que je coupe la mienne aussi ou non, laisse-la quand même. Ok, très bien. Donc, les plateformes hardware sur lesquelles on s'appuie pour étudier les trois aspects que je viens de décrire pour l'Internet des objets, on s'est basé pour les capteurs sans fil sur une carte Arduino et une shield Wi-Fi. Donc chez ERM, vous pourrez retrouver ça à la référence produit PR00. La communication LoRa sur le réseau The Thing Network. Donc je rentrerai un petit peu dans les détails de ce qu'est le réseau The Thing Network.
rapidement, c'est l'équivalent de Orange, Bouygues, SFR, mais pour les objets connectés. Donc pour mettre en œuvre cette technologie de communication sans fil et de réseau, d'Internet des objets, on va s'appuyer sur une carte tracker GPS LoRa, produit PR06, et une passerelle LoRaWAN PR22. C'est ce qui va vous permettre de vous connecter à un réseau LoRa si vous n'êtes pas couvert par le réseau The Sync Network. Et troisième et dernière carte pour étudier les aspects API et outils cloud, on va s'appuyer sur la carte Raspberry Pi, qui est vraiment une carte très versatile et simple à utiliser pour se connecter à Internet et utiliser les interfaces que proposent les géants d'Internet, Google, Amazon, IBM. Donc avec ce matériel, on va pouvoir mettre en œuvre une architecture d'Internet des objets. Donc j'ai commencé par les capteurs sans fil à base de cartes Arduino. On propose avec cette carte Arduino une liaison Wi-Fi. Alors c'est probablement la plus simple à mettre en œuvre des connexions sans fil. Et on va l'interfacer avec une carte Raspberry Pi qui fera office de serveur, de cloud si vous voulez. Et la programmation sera une programmation graphique, donc très légère pour l'aspect serveur, qui va utiliser le logiciel Node-RED. J'y reviendrai un peu plus en détail lors de la présentation de la carte Raspberry. La carte ESP32, qui est un processeur 32 bits, pour lequel on va utiliser, pour lequel on peut, de manière anecdotique, utiliser également sa connexion Wi-Fi. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est sa possibilité d'utiliser la communication sans fil, la technologie LoRa, qui, via une passerelle, que ce soit la vôtre ou une qui existe déjà, qui ne vous appartient pas, vous permettra de faire le lien entre la technologie LoRa, qui est basée sur une bande radio, en l'occurrence en Europe, c'est le 868 MHz, et faire la passerelle vers le réseau Internet, les serveurs de la société The Sync Network, et éventuellement, à partir de là, on peut utiliser d'autres outils cloud. Nous avons utilisé pour les projets le site web, la société Cayenne, qui propose via son site Cayenne My Device la possibilité d'afficher des tracés GPS sur une carte. Un autre moyen d'accéder à des serveurs cloud, c'est la Raspberry avec le logiciel Node-RED via, par exemple, des API REST, donc, qui utilisent le protocole HTTP, et utiliser, comme on a mis en œuvre dans un des projets, les outils de reconnaissance vocaux d'IBM, qui s'appelle Watson, en l'occurrence. Alors, je vois une question de Monsieur Sondag. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre toutes ces cartes? Alors, essentiellement, la carte Arduino, c'est un processeur 8 bits. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne, je l'éteins. C'est un processeur 8 bits, c'est un microcontrôleur, donc c'est une carte programmable de type microcontrôleur 8 bits. On y a ajouté une liaison Wi-Fi qui va permettre de couvrir l'aspect communication sans fil des objets connectés. Au cours de la présentation, j'irai un peu plus en détail sur comment elle s'utilise. La carte tracker GPS, c'est également un microcontrôleur. Donc, cette fois-ci,
un ESP32 qui est un processeur 32 bits. Si vous voulez, ça ressemble un peu plus au processeur ARM, c'est-à-dire par rapport à la carte Arduino, le processeur est plus rapide, plus puissant, il y a plus de mémoire, il permet de faire des choses beaucoup de choses que fait la carte Arduino et un peu plus, notamment du Wi-Fi. Et le fait qu'il ait plus de mémoire permet d'utiliser des couches logicielles, on va dire, un peu plus complexes que l'Arduino. La carte Raspberry Pi, donc là, c'est ce qu'on appelle un nano-ordinateur, un Single Board Computer en anglais, SBC. Donc là, la philosophie de programmation est différente. C'est plus du microcontrôleur, c'est un processeur auquel on va ajouter un système d'exploitation Linux. Donc on ne fait plus de la programmation directe du processeur, comme c'est le cas avec les deux autres cartes, Arduino ou Tracker GPS. Là, on a un système d'exploitation Linux qui va faire le lien entre la couche matérielle et la couche logicielle. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, et j'ai tapé la réponse en même temps par écrit. Voilà. Ah d'accord, pardon, j'avais pas vu. Alors, Monsieur Sondac dit, personnellement, je connecte un shield Grove à ma carte Arduino. Donc effectivement, nous aussi, on va utiliser le shield Grove pour le projet que je vais décrire, qui est une rampe BMI connectée, une rampe de départ de course BMX. On va voir ça un peu plus loin au cours de la présentation. Donc, un peu plus en détail sur la carte Arduino, le kit PR00, donc, qui utilise l'environnement de programmation Arduino, qui est bien connu. C'est de la programmation en C++, avec, on va dire, une surcouche Arduino qui simplifie quand même beaucoup de choses pour les débutants en programmation de systèmes embarqués. Donc, si vous avez connu la programmation avec, par exemple, les microcontrôleurs PIC ou les 8051 qui se programmaient en assembleur, évidemment, le temps de prise en main, là, ça se compte en heures, alors que, bon, si, comme moi, vous avez débuté sur le 8051 en assembleur, il se passait déjà quelques mois avant que vous puissiez faire le moindre projet intéressant. Tout ça, c'est grâce aux nombreuses bibliothèques qui sont disponibles pour Arduino, qui permettent d'interfacer beaucoup de matériel, des capteurs, température, luminosité, accéléromètre, des afficheurs. Fred le disait tout à l'heure, les robots, sous forme de pilotage moteur, courant continu, cerveau. C'est vraiment trivial de mettre en œuvre ces cartes-là. On va dire la grosse partie logicielle embarquée existe sous forme de bibliothèque qu'on importe, et on se concentre sur le développement des projets et on ne passe pas des heures, des jours, des semaines à interfacer les composants un par un. À cette carte Arduino qui est bien connue, on a ajouté une passerelle UART Wi-Fi. Donc concrètement, on remplace le cordon USB de la carte Arduino par une liaison Wi-Fi. C'est transparent en fait. On utilise ce qu'on appelle une UART Wi-Fi. On transpose l'UART, la communication série USB, sur le Wi-Fi. Ça facilite le débugage des projets sans fil. Parce que on n'a pas la question de savoir si déjà toute la pile logicielle de communication sans fil est bonne, si le code logiciel est bon, puisque voilà, ça c'est déjà intégré. On peut se concentrer sur d'autres aspects de projet ou de programmation, par exemple l'interface utilisateur sur navigateur web.
Voilà, c'est ce que va nous permettre cette shield Wi-Fi. Je vois également une question de M. Metzger. Comment est géré l'encombrement de la bande des 800 MHz avec LoRa? Alors, Fred, est-ce que tu pourras, si j'oublie ça, me rappeler ça quand je parlerai du tracker LoRa? Je vais garder cette question pour un peu plus tard. D'accord, pas de souci. Et me concentrer sur le projet Arduino pour le prochain quart d'heure ou 20 minutes. Je vous laisse patienter quelques instants là-dessus, sur cette question. Également avec cette shield Wi-Fi, on va faire de la programmation OTA, over the air. Donc, je vais reprendre l'exemple du compteur d'eau que vous avez peut-être chez vous, ou à votre portail. Les objets connectés sont souvent dans des endroits pas forcément atteignables et pas forcément faciles à atteindre. Donc les mises à jour pour la correction de bugs, la correction des failles de sécurité essentiellement, mais également l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Ça implique de mettre à jour les firmware des objets qui sont disséminés géographiquement pour les compteurs d'eau à l'échelle d'un département, d'une région. Donc si votre fournisseur d'eau, Veolia ou autre, se rend compte qu'il y a un bug dans son compteur, c'est intéressant de pouvoir utiliser la communication sans fil pour reprogrammer les objets sans les démonter, bien sûr, et les rapatrier en SAV dans une usine qui traiterait le problème. Donc ça, c'est possible également avec la partie Wi-Fi de ce kit basé sur la carte Arduino. On a choisi la carte Arduino pour les capteurs sans fil parce que c'est totalement customisable pour les mini-projets. C'est une base vraiment très polyvalente pour faire, je le disais tout à l'heure, des capteurs de température, humidité, luminosité, accéléromètre. Si vous connaissez, si vous avez déjà utilisé des cartes Arduino, on empile les cartes les unes sur les autres pour ajouter du hard et on modifie le programme Arduino pour utiliser tous les capteurs qu'on veut. Chez ERM, on a développé un exemple de projet sur cette carte Arduino. C'est une rampe de départ BMX connectée. Alors, je vous ai présenté sur la photo, si vous n'avez jamais vu une course de BMX, alors déjà, je vous incite à aller en voir quelques-unes. C'est toujours spectaculaire. L'inspiration, ça va être ça. Évidemment, on ne va pas vous fournir un châssis pour une rampe de départ grandeur nature. On va utiliser une maquette qui sera quand même beaucoup plus facile à utiliser dans une salle de TP. Mais le principe est le suivant. Sur un smartphone, il va y avoir une petite application web qui va permettre, quand l'arbitre clique sur le bouton départ, de lancer une séquence sonore visuelle déjà avec un code couleur rouge, orange, vert, comme des feux tricolores mais à l'envers, qui va permettre aux coureurs de se préparer pour leur départ. Il y aura également un signal sonore, une espèce de bip qui va signaler bip, bip, bip. Si vous avez déjà entendu, par exemple, celui qu'on entend dans les courses de ski, de départ, de descente ou de slalom. Au signal de départ, la rampe s'abaisse et les coureurs démarrent leur course. Voilà, ça va être le contexte projet de l'utilisation de cette carte. Alors, comme je disais, on va pouvoir piloter la séquence de départ par exemple un smartphone en Wi-Fi. Alors un smartphone ou un ordinateur, en fait, tout ce qui est possible, tout ce qui permet d'utiliser un navigateur web, Firefox, Chrome, Safari. Le principe, c'est qu'on va servir
dans le sens serveur web, une page HTML qui va être embarquée dans la carte Arduino et est disponible sur sa liaison Wi-Fi. Donc voilà, il y a un bouton départ qu'on clique. Quand l'arbitre clique sur ce départ, on va avoir la séquence visuelle et sonore. Et alors l'avantage, je parlais tout à l'heure du débugage facilité. Cette carte Wi-Fi utilise le logiciel, en l'occurrence ESP-Link, qui est embarqué dans le processeur Wi-Fi. Et on peut faire du debug avec. On voit les requêtes HTTP au fur et à mesure qu'elles sont servies par le serveur. Donc voilà, le projet va consister en la programmation de la séquence de démarrage. Le bouton départ lance une séquence. Sur un afficheur LCD, on va afficher 3, 2, 1, go. Cet afficheur LCD a la particularité d'avoir son rétroéclairage qui peut changer de couleur. Donc en même temps que 3, 2, 1, go, on va afficher rouge, orange, vert. On va utiliser des bips sonores à chacune des étapes. 3, 2, 1, bip, bip, bip. Et au moment du go, du démarrage, on ouvre la barrière qui est tenue par le cerveau. Voilà, donc tout à l'heure, on me disait que la carte Arduino était utilisée avec la carte Grove. Voilà, concrètement, en quoi consiste l'équivalent modèle réduit maquette de cette rampe. Une carte Arduino Uno, une carte Wi-Fi. Alors pour ceux qui connaissent, à base du composant ESP8266 pour celui-là. C'est pas celui-là qu'on programme, hein, il sert juste de passerelle UART Wi-Fi. Ce qu'on programme vraiment, c'est le processeur de la carte Arduino dans l'environnement Arduino en C. Une carte Grove qui va nous permettre d'interfacer le petit buzzer qui va nous faire le signal sonore, l'afficheur LCD dont on va faire varier la couleur de rétroéclairage pour simuler un feu tricolore rouge, orange, vert. Et enfin, un cerveau de modélisme qui va abaisser la barrière et la relever le moment voulu. La partie, juste, voilà, la partie, on va dire, après opérative, pourrait très bien être réalisée avec des éléments standards mécaniques, voire à l'impression 3D. Voilà, dans le projet qui est proposé, c'est toute la partie, on va dire, électronique. Voilà, donc j'anticipe le dernier point là, de la diapositive. Ah oui, excuse-moi, c'était marqué. Ouais. Du coup, oui, on va fournir un modèle 3D, un fichier STL de maquette que vous pourrez imprimer si vous avez une imprimante 3D. Bon, après, c'est un aspect du projet, éventuellement, concevoir la maquette. Donc, on fournira les fichiers de la maquette que nous on a designé mécaniquement. Et ça peut servir directement à imprimer ou comme base de réflexion pour des projets avec des élèves, des étudiants. Donc, je vais reprendre la diapositive dans l'ordre du coup. Comment on va programmer cette séquence? On va utiliser les briques logicielles Arduino, ce sont les bibliothèques dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a une bibliothèque pour l'afficheur, pour le pilotage du cerveau, pour le Wi-Fi également, puisque si l'interface, la passerelle UART Wi-Fi est transparente, ne nécessite pas de code. En revanche, le serveur web, c'est une application à programmer. Bon, je vous rassure, c'est quelques lignes de code, c'est pas très dur à mettre en œuvre. Et c'est la partie
voilà, on va récupérer dans le programme Arduino l'événement appuie sur le bouton départ. Et c'est le code Arduino qui va dire bon, bah, j'ai reçu l'ordre de démarrage de la séquence, je vais piloter le signal visuel, le signal sonore, la commande du cerveau pour l'abaissement de la barrière. Donc la programmation web, c'est un serveur web embarqué avec une page HTML de pilotage de la séquence de démarrage de course. La page HTML, donc on fournit bien sûr le code HTML, mais il est modifiable. Et on programme dans la carte Arduino la logique qui va derrière ce web server. Donc ce que je disais, l'appui du bouton départ doit entraîner dans la carte Arduino le déclenchement de la séquence pilotage, création des signaux visuels, alors sous forme de couleurs, rouge, orange, vert, et affichage de messages 3.2.1 Go sur l'afficheur LCD, etc. Donc ce genre de projet permet d'aller on va dire du plus simple. J'en ai pas parlé là, mais on peut aussi démarrer la séquence avec un bouton poussoir. Donc voilà, on essaie d'y aller graduellement dans la difficulté de programmation. Dans la carte Arduino, voilà, comme tout système embarqué, on commence par faire clignoter une LED, on interface un bouton poussoir, ensuite voilà, on complexifie, on pilote un afficheur LCD et on fait un serveur web pour finir. Et donc j'ai évoqué le modèle 3D de la maquette qui sera fourni. Alors c'est le modèle qui sera fourni. Je ne pense pas qu'on fournisse directement la partie mécanique en 3D, parce que bon, c'est vraiment une petite barrière en PLA ou en ABS que vous voulez imprimer, qui est peut-être voilà, qui est peut-être pas on va dire le but de ce kit projet, qui est plutôt l'aspect web, l'aspect programmation et système embarqué. Donc, comme tous les projets, là, à titre d'information, on va dire pour les archives, si vous voulez mettre en œuvre ce projet, je vous présente les références de documentation fournies. Il y a un document pour le projet lui-même RampBMX. Il y a évidemment un guide d'utilisation de la carte Arduino, de la shield et de la shield Wi-Fi, et un document pour chaque interface, l'afficheur, le buzzer, le cerveau, l'afficheur graphique. Il y a des exemples de logiciels qui sont fournis, bien sûr, avec chacun de ces projets. Je sais pas, au niveau timing, je présente. Vas-y, Fred. Vas-y, c'est bon. Je vais vous montrer, par exemple, en quoi consiste une documentation RM. Là, c'est la documentation de la carte Arduino. Donc là, c'est vraiment le premier programme du débutant. Ce que vous allez recevoir sous forme de fichier Word, c'est ça. Là, le démarrage de la carte Arduino. Alors, il y en a 30 pages. Là, je vous montre juste un extrait. Comment faire clignoter la LED de la carte Arduino, vraiment le premier projet de base. On vous décrit pas à pas les étapes à réaliser pour faire ça. Alors pas à pas pour vous et puis bien sûr pour les élèves. Donc la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire pas à pas, et le bout de code qui est associé à ça. Donc ça, on va dire, c'est la prise en main de la carte elle-même Arduino. Il y a un document pour le projet RampBMX en lui-même qui s'appuie sur la carte Arduino. Donc là également, on va décrire chacun des composants utilisés et on va détailler le code embarqué qui permet de réaliser la séquence. Alors il est commenté, il est surtout explicité. Voilà, quelles sont les fonctions qu'on va utiliser pour l'afficheur, pour
pour le web server. Donc là, normalement, je vais passer à la slide suivante. Voilà, des extraits de documentation pour le projet de rampe. Voilà, le code HTML utilisé, il est pas bien long, hein, c'est 5 qui décrit un peu de texte, rampe BMX, un bouton. Voilà, ça c'est le genre de documentation qu'on fournit. Normalement, elle est très détaillée et c'est vraiment un guide pas à pas d'utilisation de ces projets pour que, autant que faire se peut, ils fonctionnent dès qu'on les sort de la boîte. Alors, cette carte Arduino, elle permet, elle est très, je le disais tout à l'heure, elle est très, très polyvalente. Elle permet d'interfacer beaucoup de types de matériel différents. Voilà, même si j'ai orienté la présentation d'aujourd'hui sur l'Internet des objets, donc plutôt les capteurs, rien n'empêche de faire de la mécatronique. On peut facilement interfacer cette carte Arduino sur un châssis robot via une carte de pilotage moteur. L'afficheur LCD que j'ai présenté tout à l'heure, c'était un afficheur texte. On peut très bien imaginer dessiner un afficheur tricolore pour cette rampe BMX sur un afficheur LCD graphique couleur. Et voilà, à titre de comparaison, pour l'étude d'une autre liaison sans fil, on peut utiliser par exemple du Zigbee à la place du Wi-Fi. Ça demandera peut-être un peu plus de logiciels. Et on ne pourra plus utiliser de navigateur web pour le coup comme interface utilisateur, mais voilà, c'est le Zigbee dans cet exemple-là. C'est aussi un protocole destiné aux capteurs. Il est conçu pour transférer beaucoup de données de faible volume, comme ce qui est caractéristique des objets connectés. Alors oui, on avait dit éventuellement entre chaque projet, si on fait une petite séance de questions, je vois, Monsieur Dien, est-il possible de piloter la carte avec App Inventor? Alors à partir du moment on n'a pas même si on n'a pas de documentation à vous fournir prête, on a une liaison Wi-Fi. Donc je ne l'ai pas vérifié moi-même, mais dans App Inventor, en fait, vous allez voir la carte comme un objet Wi-Fi. Donc, tant que vous pouvez utiliser le protocole MQTT ou peut-être une interface, alors ça fait le protocole de communication, alors ça s'appelle SLIP, et c'est amusant, c'est SLIP pour le coup, ça veut dire Serial Line Interface Protocol. C'est ce qui est utilisé pour faire la passerelle UART Wi-Fi. Donc, je pense que oui, on peut piloter la carte avec App Inventor. À titre personnel, j'ai utilisé App Inventor pour du Bluetooth, qui utilise un petit peu le même, on va dire la même philosophie pour les cartes Arduino, c'est-à-dire on utilise une UART sur du Bluetooth. Alors là, en l'occurrence, une UART sur du Wi-Fi, donc je ne vois pas pourquoi ça serait impossible de piloter cette carte avec App Inventor. J'ai tapé la réponse. Merci Fred. Je vais passer à la deuxième carte, hein, qui est un tracker GPS LoRa. Donc on pourra répondre aussi à la question comment gérer l'encombrement de la bande des 800 MHz. Juste avant, je vais présenter quand même la carte de cette carte tracker GPS LoRa. Alors elle se programme, la particularité de se programmer en Python. Très exactement, le langage c'est MicroPython pour le microcontrôleur ESP32. Alors on voit mon pointeur, hein. Oui, on le voit. Ouais, c'est bon. En fait, dans ce boîtier-là, vous allez
avoir le microcontrôleur qui a une radio Wi-Fi d'une part et une radio 868 MHz d'autre part, qui permet d'utiliser la technologie sans fil LoRa sur la bande libre 868 MHz. Il y a également un capteur de température et d'humidité et un accéléromètre 3 axes. Et j'allais oublier, très important, là, le récepteur GPS. Hein, c'est un tracker GPS. Il y a besoin quand même de faire l'acquisition des signaux GPS. Donc, je vais passer à la slide suivante. Voilà, je reviendrai après sur celle-là, puisqu'il y a une question sur la bande des 800 MHz. Je vais un petit peu expliciter ce qu'est la technologie LoRa. Alors, la technologie LoRa, c'est une technologie de communication sans fil qui est basée sur une bande de fréquence qui est 868 MHz en Europe. Cette bande de fréquence est libre, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une licence pour émettre, contrairement aux bandes radio amateurs, par exemple, accessibles aux particuliers, ou à la bande GSM, où là, il faut être carrément un opérateur pour avoir le droit d'émettre sur ces bandes-là. Donc, tout un chacun peut utiliser cette bande des 868 MHz. C'est celle qui est utilisée par la technologie LoRa, la communication sans fil. Et sur cette technologie, il y a ce qu'on appelle le réseau LoRaWAN. Donc la technologie, c'est LoRa, c'est la communication sans fil. Et le fait d'utiliser cette technologie pour créer des réseaux comme les réseaux GSM, c'est ce qu'on appelle LoRaWAN. Donc WAN pour Wide Area Network, c'est la partie réseau de l'Internet des objets. Alors, comment est géré l'encombrement de cette bande? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dessus, puisqu'elle est libre. On disait domotique, alarme, télécommande. Alors, il y a une... Je vais vous montrer, j'en ai parlé directement d'ailleurs, ça me permettra de vous montrer le type de documentation ERM où je décris l'aspect normatif de cette bande. Je vais juste le retrouver. Donc voilà, là, je vous montre le paragraphe réglementaire. C'est une bande de fréquence libre de droit, mais ça ne veut pas dire que l'utilisation n'est pas réglementée. Donc, vous avez le droit, quand vous utilisez cette bande de fréquence, de communiquer 1% du temps. C'est ce qu'on appelle le duty cycle, hein, on va dire l'occupation de la bande dans le jargon. Donc, c'est-à-dire que voilà, pour une heure sur une heure qui se déroule, vous n'avez pas le droit de communiquer pendant 36 secondes. Pendant pas plus de 36 secondes. C'est ce qui va statistiquement lisser l'utilisation de cette bande. Concrètement, vous n'avez pas le droit de... C'est pour ça que c'est le débit finalement de données est très bas. Donc, par exemple, ça fait... Alors, on peut pas... On va dire en termes un peu plus concrets, pour un objet connecté, qu'est-ce que ça fait 36 secondes sur une heure, 1% du temps plutôt, ça fait 500 messages par jour, typiquement. Voilà, vous pouvez transmettre 500 messages par jour, c'est un petit peu comme si vous pouviez taper 500 SMS par jour sur votre téléphone. Et c'est comme ça qu'on évite l'encombrement de la bande. Donc voilà, c'est une question très, très technique de l'aspect LoRa. Je ne pensais pas qu'on aborde cette particularité-là aujourd'hui, mais très bien, je vois que les gens s'intéressent au sujet, ça fait plaisir. Voilà, donc j'espère avoir répondu voilà, à votre question. Donc nous, pour utiliser cette technologie LoRa, on va utiliser la carte tracker GPS. Et comme réseau de communication, on va utiliser l'opérateur The Thing Network, qui a deux gros avantages.
il ne nécessite pas d'abonnement. Voilà, contrairement au GSM, voilà, vous avez le droit d'utiliser la bande et vous avez le droit d'utiliser leur serveur gratuitement. On peut noter qu'il n'y a pas que l'opérateur The Sync Network qui est disponible pour les réseaux LoRaWAN. Orange propose ce genre de service sur cette même bande de fréquence. Bouygues également avec la société ObjNews. Alors en revanche, là, il faut un abonnement. J'ai fait des tests avec ObjNews et cette même carte tracker GPS. Il faut compter 20 € d'abonnement par an. Donc, ce n'est pas très cher non plus. Mais bon, on va dire pour faciliter l'utilisation de cette carte-là dans les salles de TP, c'est quand même plus simple de ne pas avoir d'abonnement et de se dire que la carte fonctionnera d'une année sur l'autre. L'autre avantage de l'opérateur The Sync Networks, alors j'ai abrégé en TTN là, dans le reste de la présentation, c'est que, alors il est gratuit, et si vous n'êtes pas couvert, si vous n'êtes pas dans une zone LoRaWAN couverte par l'opérateur The Sync Network, vous pouvez ajouter une passerelle qui est connectée à Internet, qui va faire la passerelle entre la connexion sans fil LoRa et Internet, et donc transférer les données de vos objets qui communiquent en LoRa vers les serveurs de The Sync Network, et ensuite faire les manipulations cloud, stocker les données dans une base de données. Et dans l'exemple qu'on va voir là, ça sera afficher les coordonnées GPS qu'on aura recueillies sur le réseau LoRaWAN vers une carte géographique, où on affichera les coordonnées GPS point par point. Alors à noter, voilà, The Sync Network, comme c'est gratuit, bien souvent, c'est à vous d'ajouter la passerelle connectée à Internet, contrairement à Orange ou Bouygues, qui ont équipé à peu près tout le territoire français d'antennes LoRaWAN, et on va dire alors, en termes géographiques, je ne saurais pas, il y a forcément des zones d'ombre, mais on va dire dans les grands axes et les villes, je crois qu'ils annoncent 90-95% de couverture de la population. Donc vous avez quand même de grandes chances d'être couvert par Orange ou Bouygues. Pour The Sync Network, c'est moins le cas, mais on va dire c'est le prix à payer pour ne pas payer d'abonnement. Donc c'est le choix qu'on a fait pour ce projet-là. On a utilisé l'opérateur The Sync Network parce qu'il n'y a pas d'abonnement annuel. Maintenant, il y a probablement la possibilité, la nécessité d'ajouter une passerelle. Bon, après, une passerelle peut être utilisée pour évidemment un nombre très important d'objets connectés. Et toutefois, si vous êtes dans une grande ville, typiquement, il y a des chances que vous soyez couvert par le réseau The Sync Network sans nécessité de passerelle. Je reviens un petit peu sur la carte tracker, donc qui se programme en Python. Il y a un exemple de code Python pour chacun des composants de cette carte, à savoir le récepteur GPS, le capteur de température et d'humidité, et l'accéléromètre 3 axes. Alors on me demande quelle différence entre votre passerelle et la passerelle LoRa Multitech. Alors, à titre, pour d'autres projets chez ERM, j'ai utilisé la passerelle LoRa Multitech. On a trouvé que celle qu'on va fournir, nous, est un peu plus simple à paramétrer et probablement un petit peu moins cher également que la passerelle LoRa de chez Multitech.
Donc oui, cette carte se programme en Python. On peut utiliser l'interpréteur interactif Python REPL. Alors REPL, ça veut dire Read Eval Print Loop. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper vos lignes de code et voir le résultat immédiatement. C'est pas comme une carte Arduino où vous écrivez un programme en C, vous le compilez, vous le transférez tout d'un bloc et vous débuguez probablement avec des messages que vous devrez intégrer à votre programme. Là, l'avantage de l'interpréteur REPL interactif, c'est que vous pouvez taper une ligne de code, voir le résultat et avancer pas à pas. Bon, bien sûr, après, on fait des scripts Python qu'on transfère d'un bloc dans la mémoire flash du microcontrôleur. Mais bon, dans la phase d'essai de prise en main, c'est un outil très intéressant qu'on n'a pas sur les cartes Arduino et qu'on a avec cette carte ESP32 qui se programme en Python. Voilà, donc l'objectif de ce projet, on veut tendre à ça, c'est afficher sur une carte notre tracé GPS. Donc là, j'ai pris le tracker dans ma poche et j'ai fait le tour des bâtiments de la société ERM et on voit le tracé que j'ai fait. Donc pour faire ça, à partir des données qu'on récupère sur les serveurs de The Thing Network, on va utiliser un autre service cloud qui est hébergé par la société Cayenne qui s'appelle MyDevice. Et alors là, c'est sans programmation, c'est du paramétrage de services cloud qui sont bien entendu décrits dans les documentations qu'on fournit avec et la carte et le projet. Voilà, on arrive à ce résultat-là, qui est le tracé GPS du tracker. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un dashboard ou tableau de bord en français. Bon, j'utilise le jargon IoT, Internet des objets. Donc on parle de dashboard quand on parle de tableau de bord. Alors, concrètement, en quoi consiste le travail de programmation de cette carte? D'abord, il faut faire l'acquisition des coordonnées GPS. Donc, c'est une partie du programme Python. On va récupérer des trames sur le récepteur GPS, on va les traiter, on va les mettre en forme pour les envoyer sous une forme particulière, sous forme de trame de données vers l'opérateur TTN. Alors, les serveurs d'un opérateur, ça s'appelle le back-end. En gros, c'est leur serveur. On envoie les données sur leur serveur, l'ensemble de leur serveur. La lexicologie, c'est un back-end. Alors, via le réseau LoRaWAN. Une fois qu'on a ça, on a fini la partie programmation de la carte tracker, de la partie Python. Il reste à paramétrer quand même la partie cloud The Thing Network. Donc, en gros, ça va être je configure un objet et je l'autorise à envoyer des données sur ce serveur. Et voilà, donc ça c'est du paramétrage réseau communication. Et il y a du paramétrage affichage utilisateur sur Cayenne, MyDevice, pour afficher, prendre les trames qui sont stockées sur le serveur The Thing Network et les mettre en forme visuelle sous forme de tracé GPS sur une carte. Donc voilà, c'est l'aspect Internet des objets où l'Internet des objets, ça a pour but de valoriser les données des objets connectés, alors bien souvent par des outils cloud. Là, en l'occurrence, c'est les données sur le back-end de l'opérateur The Thing Network et la traduction graphique sous forme de tracé GPS sur le dashboard Cayenne. Alors, je vois qu'il y a une question sur TTN, est-on propriétaire des données? A priori, oui. Et par contre, c'est à vous de les stocker. Ce n'est pas The Thing Network qui va stocker les données pour vous. Il va vous les mettre à disposition pour un autre
un autre service, là par exemple Cayenne My Device, mais il ne va pas les stocker pour vous. Bon, ça fait partie des offres gratuites, hein. Il n'y a pas d'abonnement, donc il y a ce genre de contraintes. Mais alors du coup, du fait qu'ils ne les stockent pas, pour vous, je ne pense pas qu'ils les stockent pour eux non plus. Je pense qu'ils ne peuvent pas être propriétaires des données. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Là, je vous avoue que je ne peux pas vous répondre un oui ou un non franc. C'est vrai que c'est un aspect, on va dire, de droit, et là même de droit international. The Sign Network, c'est aux Pays-Bas. Bon, c'est quand même cet opérateur-là, bien sûr, vend des services en dehors de ça. Il ne fait pas que il propose pas la mise à disposition de leurs serveurs de manière purement philanthropique. Mais voilà, si vous êtes un petit utilisateur en particulier, un maker, un Fab Lab, ils sont suffisamment sympathiques pour vous laisser utiliser la technologie et leurs serveurs pour créer des objets connectés. Encore une fois, avec ce matériel-là, ces références ERM, on a de la documentation. Je vous ai présenté tout à l'heure le petit paragraphe sur l'aspect normatif de l'utilisation de la bande des 868 MHz. Il y a également une documentation sur comment paramétrer la donc tout à l'heure, il y a un monsieur qui me demandait quelle différence avec la passerelle, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelle, c'est de chez Multitech. Donc là, c'est une passerelle de chez Laird. Bon, au niveau paramétrage, voilà, quelques copies d'écran, comment déclarer cette passerelle pour The Sign Network. On a trouvé que c'était assez facile à faire. Donc on a plutôt choisi celle-là qui offre peut-être quelques fonctionnalités de moins que la Multitech, mais qui est un peu plus facile à mettre en œuvre et probablement un petit peu moins cher. Encore que les prix changent assez rapidement dans ce domaine. Et bien, le code est fourni pour chacun des composants de la carte. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour le récepteur GPS, le capteur de température et d'humidité et l'accéléromètre. Voilà, donc j'en ai terminé pour le deuxième projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que comme tu réponds au fur et à mesure, voilà, donc ouais, je peux. Il n'y a pas de souci, voilà. Passer au troisième. C'est pas interdit si une question vous vient en cours de présentation, on gardera aussi quelques minutes à la fin de la présentation pour y répondre, bien sûr. Donc, je vais passer au dernier kit, qui est la carte Raspberry Pi. Voilà, chez ERM, la référence produit CPR05. Alors, je ne l'ai pas précisé, chacun des kits, ce n'est pas en général une seule carte, c'est aussi la carte, les accessoires, surtout la documentation qui va avec, comment la mettre en œuvre, des exemples de mise en œuvre. Donc là, la carte Raspberry, ce n'est pas que la carte Raspberry, hein, c'est bien évidemment l'alimentation, le module caméra, une carte support avec un micro I2S, un afficheur OLED, le même capteur de température et d'humidité que la carte tracker et une real-time clock. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect matériel. On peut également programmer en Python, notamment l'afficheur OLED et les petits boutons poussoirs que vous voyez en bas. Par exemple, on va pouvoir créer un bouton d'arrêt propre du système. Alors que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand on utilise un système d'exploitation en général, et là en l'occurrence on va utiliser Linux, même si ça ressemble à un objet de tous les jours, c'est quand même un ordinateur. Donc un ordinateur, vous ne débranchez pas la prise violemment, vous dites gentiment à votre ordinateur éteins-toi.
donc, on peut implémenter cette fonction qui n'existe pas par défaut sur la carte Raspberry avec un petit bouton poussoir, et ça va faire l'objet d'une activité qui sera décrite dans la documentation qu'on fournit. Pour le capteur de température et d'humidité, si vous regardez les deux documents projet, vous vous rendrez compte que le code Python on va dire à quelques variantes près, est identique entre la carte ESP32 et la carte Raspberry. Voilà, on va dire c'est un des avantages de Python, hein, c'est que le code est vraiment très portable sur des plateformes aussi différentes qu'une Raspberry Pi qui fonctionne sur Linux que sur une carte ESP32 qui a un interpréteur Python. Donc, dans la prise en main du kit, on va faire un petit peu d'utilisation de la ligne de commande Linux, quelques lignes de commande qui font à la fois la joie de ceux qui maîtrisent au bout de quelques temps et la peur de ceux qui découvrent ça et qui ont l'impression de retourner aux années 70 quand on démarre un système Linux. Bon, après, rapidement, on va revenir un peu plus dans les choses modernes avec des activités autour du module caméra et des interfaces graphiques. Hein. Il n'est pas nécessaire pour l'utilisation du kit PR05 Raspberry de manipuler la ligne de commande Linux. Néanmoins, c'est un aspect intéressant qui est très utilisé on va dire dans l'embarqué, pas forcément en Linux. Et aussi, on va avoir un exemple d'interfaçage de carte Arduino pour créer un dashboard. Donc, le dashboard, c'est le tableau de bord en français. La carte Raspberry n'a pas d'entrée analogique, donc on va faire un petit projet très simple avec le logiciel Node-RED pour interfacer une carte Arduino qui, elle, a des entrées analogiques. Là, on a mis un potentiomètre tout simple. Voilà, pour faire, on va dire, le chaînon manquant entre la Raspberry qui permet de se connecter très facilement à Internet et d'utiliser toutes les API du monde, et beaucoup de langages de programmation, hein, Python, Node-RED, pour citer ceux dont on va parler au cours de la présentation. Et voilà, il n'y a pas que la ligne de commande sous Linux, on peut faire du graphique. Là, la valeur du potentiomètre fourni par la carte Arduino, on l'affiche sous forme de jauge ou sous forme de graphique. C'est très simple à mettre en œuvre, c'est vraiment quelques minutes, hein, j'exagère pas. Et on a ça très parlante de dashboard, de tableau de bord. On va pas mal utiliser, donc, on va essentiellement utiliser le logiciel de programmation Oui. Je ne sais pas si tu nous entends, j'ai l'impression qu'on ne t'entend plus. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous. Hugo, Lionel ou Laurence, vous pouvez me faire un retour si vous m'entendez. Donc, vous n'entendez plus Manu, mais est-ce que moi, vous m'entendez? A priori, on aurait perdu Manu. On n'entend plus Manu. J'entends plus Manu. Manu, où es-tu? Alors, soit il a une déconnexion, je vais voir avec lui par un petit coup de téléphone. Alors, Manu m'informe qu'il n'a plus de connexion. Aïe, aïe, aïe. J'avoue ne plus être assez
calé. Ça C'est y calé. est, Ah, ça y est, il est revenu. on est revenu. C'est bon. Voilà. Bon, j'ai eu peur. Alors, Euh, alors oui, alors, pendant ce temps, je vous informerai de certains prix, puisqu'on m'a posé des questions sur les prix, etc., tout ça. Hein, je vous informerai des prix à la fin. À la fin. Donc, alors en fait, hein, Manu, on t'a perdu quand tu commençais à nous parler de notre aide. Voilà. Bon, d'accord, je reviens. Alors, excusez-moi pour voilà. cette interruption. Voilà. Juste pendant qu'il revient sur la diapo, aux collègues qui sont présents, vous apercevez quand même que toutes ces propositions de projets IoT, hein, que ce soit le GPS, dashboard, donc tableau de bord avec du HTML, des choses comme ça, objets connectés, vous pouvez en parler à vos collègues euh, de NSI, hein, ou de SNT, hein, ça fait vraiment partie de leur programme également. Voilà. Vas-y Manu, c'était ma petite parenthèse. Ouais, bon, voilà, excusez-moi pour cette petite interruption, indépendante de ma volonté. Donc, oui, nous allons utiliser les outils cloud de IBM pour la reconnaissance vocale. Donc, l'avantage de Node-RED, hein, la programmation graphique, je ne sais pas si vous voyez le petit bloc, la speech to text. La reconnaissance vocale du programme Node-RED, ça va consister uniquement en ce bloc. Donc, ça ressemble un petit peu à la programmation LabVIEW pour ceux qui connaissent. Et voilà, là, il manque peut-être 2-3 bricoles sur cette copie d'écran, mais là, vous avez toute la programmation Node-RED qui va permettre de réaliser le projet Raspberry, qui est un kiosque à selfie à commande vocale. Je vais le détailler un petit peu plus tard. Mais donc, on va utiliser la connexion Internet de la Raspberry pour pouvoir utiliser l'outil cloud reconnaissance vocale d'IBM. On va en local interfacer la caméra et le micro sans programmation. L'acquisition du micro, c'est ce bloc-là. On le voit un petit peu sur la copie d'écran. La caméra, c'est un petit bloc ici. C'est vraiment, au niveau lycée, on peut utiliser ce genre d'outils avancés sans trop faire de programmation, sans passer des semaines de programmation. Voilà, donc on peut utiliser cette carte Raspberry en utilisation distante avec connexion Internet. Voilà, si vous faites appel aux outils de reconnaissance vocale d'IBM, de Google, etc., vous aurez forcément besoin d'une connexion Internet. On peut également rester en local. Alors, l'exemple que je montrais tout à l'heure de tableau de bord avec la carte, il n'est pas nécessaire d'avoir une connexion Internet. On se connecte en Wi-Fi. Sur le même réseau Wi-Fi, on peut avoir la carte Raspberry, la carte Arduino avec sa shield Wi-Fi, ou le tracker GPS LoRa. Voilà. Ça évite les soucis de connexion intermittente Internet, hein, qui n'arrivent pourtant jamais. Hein, Fred? Oui, presque. C'était pas fait exprès, mais voilà. C'est de l'intérêt de garder des projets en local quand même. Voilà, donc la programmation Node-RED consiste pour le projet kiosque à selfie. Hein, donc, le but, c'est qu'on va dire, le but, c'est de dire à la carte Raspberry, prends une photo, et la carte Raspberry va utiliser son module caméra pour effectivement prendre une photo. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des kiosques à selfie dans des mariages, etc. Voilà, c'est le genre de projet qu'on va réaliser avec une Raspberry et le kit PR05 fourni par ORM. Donc la programmation Node-RED, ça consiste en quatre points. Hein. L'acquisition micro, donc le micro qui est embarqué sur la carte additionnelle là, que je montrais tout à l'heure. On lance l'acquisition, on crée un fichier audio, Wave en l'occurrence. Ce fichier audio, on l'envoie sur le cloud d'IBM. Alors, c'est les outils logiciels Watson, hein, qui est chez IBM. On va utiliser l'API de reconnaissance vocale. Les serveurs d'IBM vont prendre ce fichier audio et le transformer en fichier texte.
Donc, il va isoler les mots et vous redonner sous forme de fichier texte ce que vous avez dit. Et si il y a dans notre programme Node-RED, on va dire si dans ce retour de l'API IBM, on a le mot prend et photo, ou peut-être même juste photo, on va dire au module caméra de prendre une photo et on affiche tout ça sur l'interface utilisateur qui ne nécessite qu'un navigateur web. Donc là, on voit reconnaissance vocale. J'ai dû dire probablement prends une photo. Il a zappé le prend. La reconnaissance vocale, comme vous le savez tous avec les smartphones, c'est pas parfait. Il a quand même réussi à avoir la fin de la phrase et il a lancé l'acquisition de la photo. Alors on ne voit pas à l'écran malheureusement. Je vais montation projet qui est associé. Ce qu'on voit dans le navigateur. En même temps que vous cherchez API, c'est pas autrement programmable industriel, on l'a vu passer tout à l'heure dans la conversation. Ah non, ça veut dire Application Programming Interface. En fait, voilà, c'est l'interface de programmation. C'est une brique logicielle, que bien souvent quelqu'un d'autre que vous a développé et vous utilisez l'interface de programmation pour réaliser une fonction logicielle. Là, la fonction logicielle, c'est la reconnaissance vocale. Je pense que personne n'est assez maso pour en développer une dans son coin. Donc, vous allez utiliser un service, une API développée par quelqu'un. En l'occurrence, c'est IBM Watson. Vous allez utiliser leur service, qui est la reconnaissance vocale, et vous allez vous interfacer via leur Application Programming Interface pour utiliser cette brique logicielle. Voilà, j'espère que oui, c'est intéressant de le détailler comme ça. Voilà, donc je vous ai montré la documentation qui est... Alors, il y a un seul document là pour l'utilisation de la carte Raspberry, les modules et le projet. Bon, par contre, il est un peu plus conséquent que les autres documents qu'on fait. Il fait 43 pages en l'occurrence. Dedans, il y a les codes et le projet de kiosque à selfie. Si tous ces kits vous intéressent, voilà, j'ai regroupé l'offre de ce que j'ai présenté aujourd'hui au cours de cette présentation sur cette diapositive. Également, on peut proposer de la formation à distance ou sur site. Alors, en ce moment, c'est essentiellement à distance. Hein. Donc là, vous pouvez, pour tous ces kits-là, question-réponse, Monsieur Filali demandait les prix. Alors, voilà, en ce qui concerne les prix, si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que, voilà, ce que disait tout à l'heure Manu, c'est par exemple une carte Raspberry ou une carte Arduino. Hein, on ne vend pas une carte Arduino, hein, c'est pas ça. On vend en fait, on vous propose en fait la carte Arduino avec tout son environnement, tout son environnement de mise en œuvre, de programmation, les cordons qui vont bien, les alimentations qui vont bien, etc. Et tous les documents d'accompagnement, les logiciels, les liens vers les logiciels, etc. Permettant. Ce qu'on peut voir quand même dans toute la présentation, hein, c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaire. On en a parlé hier avec Manu, hein, et je le félicite pour l'avoir super bien vulgarisé aujourd'hui parce que même moi j'ai compris. Donc voilà, même moi j'ai compris. Hein, vous avez vu qu'on a plein de termes, IoT, voilà, on fait appel à des services à l'extérieur sur le web, tout ça. Hein. Ce sont des nouveaux services sur les objets connectés et ça sera mieux. Alors, à titre d'exemple, là, si je prends le kiosque à selfie, hein, par exemple, que propose Manu, enfin voilà, alors c'est la référence PR005, c'est à 400 € TTC. Donc voilà.
C'est quelque chose me semble-t-il, d'assez raisonnable. Et comme je disais au fil de la présentation, hein, j'ai vraiment tilté sur le SNT, le NSI, s'il y a des FTP, des inspecteurs, ou si vous, vos collègues, ou si même vous, c'est peut-être ces filières-là. Hein, je sais que sur les SNT, il y a un thème sur le GPS, il y a un thème sur les applis, sur les objets connectés, etc. C'est vraiment la possibilité, hein, avec des petits morceaux de code, hein, puisqu'on a vu que les codes qui nous étaient donnés par la nuit, c'était 5, 6 lignes, 10 lignes, hein, de pouvoir vraiment faire des choses très intéressantes par les élèves. Juste, je me permets également de dire, voilà, des formations à distance ou sur site, c'est vrai que ERM on propose là de plus en plus, via pourquoi pas la plateforme Zoom, hein, c'est de vous proposer des fois des petites formations distantes de prise en main. Hein, ça peut être de 2 heures à 4 heures, voire une journée. Hein, ça peut être assez intéressant, hein, pour bien démarrer. Pour bien démarrer, hein, c'est cette prise en main qui est pas facile, souvent. Voilà, ça vous permet un petit peu de maîtriser l'ensemble du produit et de pouvoir après, derrière, l'exploiter avec des élèves. Euh, alors, ça répond un petit peu à la question. Donc, voilà, j'ai répondu à un PR005. Oui, par exemple, pour la carte Raspberry, on peut dire, hein, on fournit la carte SD avec tous les logiciels préinstallés directement prêts à l'emploi. Il ne faut pas commencer par passer 2 jours à installer des logiciels. C'est ce qui fait, on va dire, la particularité de l'offre de RM. C'est bien sûr la documentation, les accessoires et autant voilà, tout ce qu'on peut faire, nous, en usine, pour vous faciliter le travail, on le fait. Pour la carte Raspberry, on vous installe tous les logiciels nécessaires pour faire ces projets. Pour le tracker GPS LoRa, il est déjà programmé avec la réception GPS. On ne peut pas faire pour vous, par exemple, la création d'un compte chez The Sim Networks. Ça, c'est encore une étape qui est à faire, mais c'est vraiment l'affaire de quelques minutes. Et la carte Arduino, hein, ce que je disais, l'interface Wi-Fi, elle est transparente. Hein, c'est zéro programmation. Voilà. Juste pour vous donner quand même des informations de prix, un PR00, PR00 avec donc la communication Wi-Fi, la configuration OTA, etc. On va être à 400 euros. PR30, on est à 300 euros. PR51, on est à 179 euros. PR44, on est à 168 euros. Donc voilà, à peu près les ordres d'idées. N'hésitez pas à interroger là, Hugo Joignot, Lionel, Laurence, tu peux peut-être nous mettre leurs coordonnées, hein, parce que je pense que tu as fait le tour, Manu. Je réponds en même temps à une question là, du chat. Donc, quelqu'un demandait quelle version d'OS est utilisée. Donc, c'est une Raspbian. C'est la version Buster. Et ce que je disais, en fait, avec la carte SD de la Raspberry, nous, en usine, on installe Raspbian, on installe les logiciels, on installe Node-RED, on installe l'interfaçage nécessaire pour Arduino, donc l'environnement de développement Arduino sur la carte Raspberry pour vraiment voilà, se concentrer sur le projet et pas sur la maintenance du matériel. Après, sur tout ce qui est applicatif, effectivement, si on a la question dans le chat, est-ce que les applications sont gratuites? Toutes les applications, donc sur l'Internet des objets, sur le réseau ou sur le réseau, etc., tout ça, tu nous confirmes, Manu, on n'a aucun abonnement à rien du tout dessus. Non, l'application IBM Watson est limitée en nombre, en temps d'utilisation. Alors, je ne sais plus combien vous avez droit de minutes par mois ou par semaine, je ne me souviens plus, mais enfin, c'est de toute façon bien suffisant pour ce projet-là. Si vous voulez une version illimitée, elle est payante, mais je ne vois pas qui en a besoin dans le cadre de ce projet. Il faudrait vraiment que ce soit, on va dire, les abonnements payants sont prévus plutôt pour les sociétés qui en font
un business qui vraiment fournisse un service. Là, on va dire, ce sont des projets, donc c'est vraiment très ponctuel. Il n'y a pas de raison d'avoir un abonnement. Après, de même manière, le tracker GPS LoRa, vous pouvez décider d'utiliser ObjectNews ou Orange comme opérateur. Là, par contre, il faudra s'acquitter d'un abonnement et il faudra évidemment modifier le programme Python en conséquence. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de vraiment faire tous les projets pour qu'ils ne nécessitent aucun ajout ni de matériel ni d'abonnement. J'ai envie de dire peut-être la seule chose qui manquerait à tout ça, ce serait peut-être un petit routeur Wi-Fi. Mais bon, j'ai pas vu de salle de TP jusqu'à présent qui n'en était pas équipée. C'est jamais un gros blocage. Mais même sans ça, on peut faire fonctionner de toute façon les cartes Raspberry, le tracker GPS LoRa sans ça. Voilà, je pense qu'on a fait on a fait le tour, Manu. Franchement, c'est super. Donc, ouais. Merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps Je vous en prie. À nous faire cette présentation des 3 projets autour de cette gamme. Je rappelle encore une fois, c'est que voilà, donc faire des projets avec des élèves, oui, et c'est vrai que souvent faire de l'IoT, c'est peut-être un peu compliqué. L'idée, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on vous donne du point de vue électronique les moyens de le réaliser. Et pour par exemple, la rampe BMX, ça peut être intégré dans un projet comme le kiosque, on peut très bien imaginer, avec des élèves au niveau du Fab Lab, travailler un petit peu sur l'environnement pour en faire un véritable, travailler sur les supports, les choses comme ça. Pour en faire un projet plus global. Voilà, donc il est quasiment midi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, si tu peux nous mettre la diapo, voilà, on vous laisse juste la petite diapo. N'hésitez pas en fonction de vos régions. Voilà, Hugo Juano, il y a son mail, donc on finit tous par erm-automatisme.com. C'est enregistré, donc la vidéo sera disponible sur YouTube dans l'après-midi. Et encore une fois de plus, on vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre. Voilà. Je vous souhaite sur ce un bon appétit et j'espère que vous revoir. Donc le prochain webinaire, juste pour information, c'est avec notre partenaire SET, c'est demain après-midi à 14h30 sur le contrôle d'accès. En même temps, voilà, merci. On vous remercie parce que voilà, sans vous, on va dire participants, ça serait pas la même chose. Donc on vous remercie d'avoir participé. Je m'excuse auprès des collègues qui reçoivent de nombreux mails de ma part d'invitation. J'essaie de faire de mon mieux. Voilà. Donc, on vous remercie, on vous souhaite un très bon appétit et puis on vous dit à très bientôt. Voilà. Et j'espère, pourquoi pas, demain après-midi à 14h30. Merci, bonne journée, bon appétit. Au revoir. Bonne journée, au revoir.